Participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un veut aller déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Radio House. 101e room de notre club, le Pod, et de Podcast Magazine, puisque le Pod, comme vous le savez, a fusionné avec Podcast Magazine. Et ceux qui n'ont pas encore leur exemplaire peuvent courir sur podcastmagazine.fr pour aller se procurer la première mouture. Aujourd'hui, on va parler d'énergie, de Power Podcast. Pénélope qui en a et qui tu débordes d'énergie, Pénélope, avec tous tes projets depuis maintenant quoi, 3 ans? 4. Oh là là, 4 ans. Et avant tout, tu as fait une soirée hier soir. À quelle heure tu t'es couché? On l'entend à ma voix que je suis couchée pas trop tôt. Je me suis couchée, ça va, franchement, je me suis couchée à 2h30 du matin, je me suis levée à 7. Et ça va, non, mais c'était super, c'était pour fêter nos 4 ans de la toile sur écoute. Et c'était aussi pour annoncer, donc je ne l'ai pas annoncé sur les réseaux, je l'ai annoncé hier soir, donc je vous l'annonce aussi à vous, même si vous en foutez. En fait, je me suis rendu compte au cours de ces 4 ans que le podcast, parce que oui, je fais des podcasts moi personnellement, mais on a surtout un studio de podcasts pour accompagner les marques. C'est comme ça que je gagne ma vie, beaucoup plus qu'en sponsorisant les podcasts. Et je me suis rendu compte quand j'allais voir des marques, on me disait souvent, tiens, Pénélope, on a une queue de budget, oui, ok, pour un petit podcast. Et on me donnait 10, 15 000, bon. Et en fait, c'est des belles queues de budget. Il y en a plein qui aimeraient avoir ces queues de budget-là. Oui, c'est des belles queues de budget, mais quand tu vas avoir des énormes boîtes, 15 000, c'est rien pour eux. Et donc, du coup, je leur disais, mais est-ce que je peux pas rentrer un petit peu plus tôt dans la création, dans la strat? Et je me suis rendu compte que faire un podcast, c'était un step dans toute une stratégie. En fait, c'était un contenu en particulier, mais qu'il y avait aussi toute une strate à penser en amont, des vidéos, etc. Et que, évidemment, que ça s'est donné à des agences 360 du style Publicis, Savas, BUTC, etc. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais plus envie d'être en bout de chaîne, j'avais plus envie d'être juste un step parmi d'autres. Et du coup, et en fait, en juin dernier, j'ai signé un contrat avec un cabinet de conseil d'audit et on les accompagne dans leur stratégie de marque grand public, employeur, tous les contenus pendant 3 ans. Donc ça, c'est un premier gros contrat qu'on a signé en 360. Et du coup, hier, on a annoncé justement à ma soirée qu'on se repositionnait comme une vraie agence. Et donc, la toile sur écoute est morte, mais la toile vit. Bref, normalement, c'est la toile sur écoute, vive la toile. Donc, en gros, maintenant, mon studio l'agence s'appelle La Toile. Et on a 3 entités au sein de La Toile, puisqu'on a fait et de la stratégie, et de la création, et de la production. Et donc, dans la production, on a des podcasts, donc toujours avec La Toile sur écoute. On a de la vidéo avec La Toile crève l'écran et des événements avec La Toile part en live. Et tout ça issu du podcast, parce que faut quand même le dire. Alors on va pas rentrer dans la room parce que tu vois, avec toi on est tout de suite dans la room et Frédéric a pas le temps de faire son billet acidulé. Il va après. Pardon. Non mais tu vois, mais c'est génial. Désolé. C'est génial. Donc alors déjà ouais, super annonce et je disais tout ça quand même aussi avec toute l'énergie que tu as mis et tout ce que tu as appris, même si il y a des choses que tu savais avant que tu aies démarré et c'est pas le podcast qui t'a tout apporté, mais quelque part c'est grâce quand même au podcast que tu as réussi à déployer et à maintenant faire une agence 360. Oui, en fait, je me rends compte a posteriori que c'est plus facile d'avoir fait ça, c'est-à-dire que je suis rentrée par la petite porte. Je me suis fait les armes sur ce podcast qui est en effet la petite porte quoi, dans un gros budget com, et que du coup c'est plus facile maintenant en ayant cette légitimité là de créer mon agence 360, parce que on dit souvent un podcast c'est un contenu, mais un bon podcast ça fait partie d'une strate globale. Ouais. Et donc il faut penser une stratégie globale. Il y a une stratégie podcast et il y a la stratégie globale dans laquelle s'intègre le podcast. Oui, mais parce que tu as réussi avec tes podcasts, et je vais passer après la parole à Brulatour pour son billet acidulé, parce que tu as justement réussi à faire en sorte de montrer, de prouver que
pour tes propres projets, tu as réussi à avoir cette communication 360 et cette capacité. Donc en fait, c'est quand même cette preuve-là, cette validation-là que les marques aiment et qui te permet aujourd'hui de pouvoir avoir la confiance de grandes sociétés. Et j'espère que ça dure longtemps. Oui, en fait, c'est le fait d'avoir un peu apposé ma marque et ma patte sur les podcasts font que maintenant, ils savent que quand je vais poser ma patte sur des vidéos ou sur une strat, il y aura forcément ce même ton, en tout cas cette même vision. Et d'ailleurs, la tagline, la signature de marque de mon agence La Toile, maintenant, c'est l'agence qui regarde les marques droit dans les yeux. Et c'est un peu tout le truc, c'est que moi, quand on vient avec un brief, souvent je challenge les marques et je leur dis, les marques, elles arrivent en disant bonjour, on va faire des interviews en podcast. Et je leur dis, il y a 80% des formats podcast qui sont des interviews, vous n'allez pas émerger avec ça. Donc je les challenge. Et moi, finalement, je ne réponds pas au brief, mais je réponds au problème. Je préfère penser comme ça. Ouais. Donc, je leur mets le doigt là où ça fait mal, mais pour que ça aille bien. Ouais, donc en fait, tu leur apportes ce que les agences, souvent vendent du vent. Toi, tu es là pour pas vendre du vent, pour en gros répondre aux problématiques et là où ça fait mal. Monsieur Brulatour, allez, un petit jingle et puis le billet acidulé de Monsieur Brulatour. C'est parti. Radio House. Bien, bonjour à tous. Énième, je ne sais pas combienième, mais on va dire énième room sur Clubhouse. On m'a demandé de vous parler de l'énergie aujourd'hui à travers un billet acidulé hebdomadaire. Bon, l'énergie nécessaire pour produire un podcast, pour le coup, on est bien dans le sujet. Alors j'ai demandé pourquoi et on m'a répondu parce qu'aujourd'hui on reçoit Pénélope Boeuf et que Pénélope Boeuf est très énergique. Donc démerde-toi avec ça. En y réfléchissant un peu, c'est vrai que si vous avez d'autres tensions, les amis, et si vous souhaitez vous engager dans n'importe quel projet ou dans ce cas vous lancer donc dans le secteur du podcast, ça risque d'être un peu compliqué si vous manquez d'énergie. Pour bien comprendre mes démonstrations, il faut d'abord prendre la mesure de la vitesse dans laquelle évolue l'univers du podcast. Dans le monde numérique, tout va un petit peu plus vite que dans le monde classique. Et une fois que vous avez compris cette mécanique, vous saurez où vous allez mettre les pieds et surtout si vous êtes apte à suivre la cadence. Alors, c'est quoi être énergique ? Alors, c'est une vaste question. C'est avant tout, je pense, un état d'esprit. Pêle-mêle, vous êtes énergique parce que vous êtes observateur, parce que vous êtes curieux dans le bon sens du terme, parce que vous anticipez aussi ce qui va arriver, vous savez dégager du temps, le moduler, parce que vous êtes discipliné aussi. Et puis, plus curieusement, parce que vous êtes en bonne santé. Les 9/10 de notre bonheur reposent sur la santé et avec elle, tout devient source de plaisir, disait Schopenhauer, qui ajoutait d'ailleurs point de santé si l'on ne se donne pas tous les jours suffisamment de mouvement. Alors l'énergie serait donc dans le mouvement, vraisemblablement le mouvement qui vous permet pour le coup ici d'aller de l'avant. La santé dans le travail, on pourrait en parler des heures, mais c'est celle qui détermine vos résultats. Sans douleur, on produit plus et on produit mieux. Ça fonctionne dans tous les domaines et donc dans le monde très énergique du podcast. Alors peut-on être un podcasteur énergique toute une saison ? Oui. Peut-on être un podcasteur énergique durant toute sa vie ? Non. Le travail de haute intensité imposé par le monde numérique, c'est pas tenable à long terme. Cependant, en revanche, à court ou à moyen terme, il l'est. Pourquoi ? Parce que l'audience et une bonne monétisation, si elles sont au rendez-vous, elles catalyseront le podcasteur. Sont les mêmes principales raisons qui lui permettent de tenir. Finalement, l'énergie, c'est un cercle. Alors, c'est souvent un cercle vertueux, parfois un cercle vicieux. Entre les deux, la ligne de crête, elle n'est pas véritablement large. Et donc, comme dans toute activité, il faut trouver un équilibre. Et plus vite vous trouverez votre équilibre, plus rapidement vous vous inscrivez dans la durée. S'il y a bien un élément pour terminer à respecter, Philippe, lorsqu'on se lance dans le podcast, c'est aussi et surtout, je pense, la régularité, autrement dit le rythme, dynamique ou pas, de mise en ligne de la production, le rythme que vous vous infligez, que vous choisissez. C'est un peu comme le journal télévisé, tous les jours à 13h et 20h. C'est un peu comme votre quotidien, accessible tous les matins dans une maison de la presse ou dans le kiosque d'à côté. C'est un peu comme la radio, comme d'ailleurs Lucien Jeunesse qui a présenté pendant 30 ans tous les jours le jeu des 1000 francs, ça s'appelait le jeu des 1000 francs à mon époque, et qui terminait son émission par une phrase qui est devenue célèbre. À demain, si vous le voulez bien. Cet animateur qui était né de mémoire en 1918 avait tout compris avant l'heure. À la fin, c'est quand même toujours l'auditeur qui décide, quoi qu'il arrive, dynamique ou pas dynamique. Si vous aimez le podcast, allez faire un tour sur le site de Podcast Magazine. Merci Philippe, merci à tous.
Ben ouais, Pénélope, une remarque par rapport à ce billet acidulé de Monsieur Brûlatour. Bien bravo, Brûlatour. C'est complètement vrai, l'énergie, c'est le mouvement. Et c'est aussi, peut-être, j'ajouterais ça, mais je sais pas si c'est très vrai, parce que je dis de la merde. C'est l'énergie, c'est un peu... Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non mais on t'excuse, hein. Franchement là on t'excuse, hein. Mais étant donné que t'as dit que ça allait être de la merde, Ah non, mais en c'est même bon, temps, l'énergie, c'est... Est-ce que c'est pas aussi... putain, c'est pas français, mais en gros, est-ce qu'on ne dit pas qu'on est énergique quand on met de la volonté dans ce qu'on fait? Est-ce que tous les gens qui mettent de la volonté dans ce qu'on fait quelque part, ils sont énergiques? Et c'est pas forcément être pile électrique et tout, c'est à partir du moment où tu mets de la volonté, il y a une sorte d'énergie ouais, qui te stimule, de motivation, qui fait que c'est... Voilà, bon. Non, mais c'est intéressant comme postulat. Je le dis souvent dans cette room depuis plusieurs mois maintenant. On est souvent à la même énergie avec laquelle évoluent les personnes qui gravitent autour de vous. Si vous êtes avec des gens qui ont d'autres tensions, il est fort probable que vous finissiez l'année à d'autres tensions, au même titre d'ailleurs que si vous traînez avec des voleurs de poules, il y a de fortes probabilités pour que vous mangiez un petit peu plus de poulet C'est gratuitement contagieux. d'ici la fin de l'année. Ouais, tout ça pour dire effectivement, c'est contagieux. Et vous gagnez toujours plus à traîner avec des wagons de tête ou avec des locomotives, c'est mieux qu'avec des wagons de queue. Et c'est vrai que l'énergie, elle est forcément contagieuse. Voilà. Un wagon de tête et wagon de queue, on se pose la question. Ouais. et alors justement, Pénélope, toi, les gens qui t'entourent, est-ce que ce sont des gens qui sont comme toi? Parce que tu parles vite, tu manges vite, tu fais tout vite, mais bien. Est-ce que les gens qui t'entourent sont plutôt à l'opposé de toi ou sont au contraire aussi, ils ont aussi cette énergie dont tu as besoin aussi pour t'entourer, comme dit Fred, puisqu'on en fait on est à l'image de, c'est ce que disait aussi Mathieu Stéphanie dans son podcast, on est à l'image des 5 personnes qu'on fréquente. C'est une bonne question. Alors, j'ai conscience quand même que j'ai une énergie particulièrement débordante. Néanmoins, je m'entoure évidemment, déjà parce que sinon je ne supporte pas, je m'entoure que de gens qui ont une énergie qui soit pas forcément la même que la mienne, mais qui soit dans ce truc de volonté, de envie de créativité, même si ce ne sont pas des créatifs, ils ont cette envie de trouver des moyens, trouver des solutions à... Et les gens qui ne sont pas motivés, déterminés, qui sont un peu mous et lents, clairement, ces gens-là ne sont pas dans mon cadre, quoi, parce que ça ne matche pas avec moi. Et après, on peut très bien ne pas être un excès de la vie, mais hyper précis, méticuleux, discipliné, etc. Pour moi, il y a une sorte d'énergie qui ne fait pas partie de cette mollesse, cette lenteur, quoi. Mais oui, évidemment que c'est vrai que je prends plus plaisir avec des gens qui ont une énergie qui ressemble à la mienne. Alors la question subsidiaire qui est très difficile, qui demande une réponse qui est hautement difficile, est-ce que cette énergie du quotidien peut facilement être transposée, par exemple, dans un podcast? Est-ce que quand on est énergique physiquement, psychologiquement, au quotidien, on produit obligatoirement des choses, pour reprendre le sujet de cette room, des power podcasts, par exemple? Moi, je ne sais pas si c'est obligatoire. En tous les cas, oui, par la voix, naturellement, je pense que l'énergie se ressent. Et c'est toute la force du podcast, c'est que la voix ne trompe pas, donc la moindre fausseté, donc la moindre mollesse ou la moindre fatigue. Là, vous entendez à ma voix que je suis fatiguée, même si je suis énergique dans ma façon de parler, j'imagine, parce que je suis née comme ça. Mais voilà, il y a la voix, le dynamisme et l'énergie se transmet à travers la voix. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait des power podcasts? Non, je pense pas que ce soit l'énergie d'une voix qui fasse un power podcast. Je pense que c'est quand même 90% du contenu avec un ton, avec une régularité, avec une musicalité, blablabla, et toutes les règles, entre guillemets. J'aime pas dire qu'il y a des règles, parce que moi je dis qu'il n'y a pas de règles dans le podcast, mais quand même, il y a quand même des choses à suivre pour qu'un podcast fonctionne, et c'est pas que parce qu'il y a une bonne voix dynamique que le podcast marchera. Ouais, alors il y a des petits commentaires dans le chat qui je pense que c'est Mélène qui dit c'est pas gentil pour les wagons de queue, bon, avec un petit sourire bien entendu. Et est-ce que ça veut dire que les gens qui sont malades n'ont pas d'énergie? Alors je pense que ça n'a pas à voir avec la maladie, ça a à voir, il y a des gens malades qui ont beaucoup de volonté, bien sûr, et qui justement peuvent apporter bien plus et de manière bien plus profonde peut-être que la plupart des gens qui sont en bonne santé. Et ça, je peux vous en parler puisque j'en ai quelques-uns autour de moi. Alors,
au-delà de cette énergie que tu mets dans tous les projets, il y a quand même des moments où tu dois être un peu sans énergie. Ou quand tu lances des projets qui se cassent la gueule, comment tu fais pour retrouver ton énergie ? Tu t'isoles pendant 3 jours, pendant 5 jours non connecté ou comment est-ce que tu te ressources ? Parce qu'il y a un moment où les piles, il faut les recharger. Ouais, je sais pas trop, Philippe. Je crois que quand même, je me ressource moi auprès des autres, beaucoup. Mais des autres en mode une énorme fête. Là, par exemple, j'ai l'air épuisée, mais en vrai, je suis requinquée parce que avoir 150 personnes, recevoir 150 personnes, c'est une grosse énergie et ça fait du bien, ça ressource. Et également, bien sûr, seule, mais très seule. Genre, je pars en voyage 3 semaines toute seule. Et là, j'essaye de tout couper pour lire. Parce qu'en fait, je ne lis pas. J'ai du mal à. Ouais, il faut poser son cerveau. Et pour poser son cerveau, il faut des tranches horaires longues. Et donc, pour ça, j'en ai pas. En fait, la semaine, même le week-end, je travaille, donc j'ai pas le temps. Donc, c'est vraiment partir en vacances et faire une grosse fête de temps en temps. Donc, je pars en vacances vraiment 2 fois par an, ce qui est déjà énorme. Mais je me ressource pas au quotidien, quoi. Enfin, oui, non, je recharge pas les piles. Donc, elles sont motivées, elles sont rechargées. C'est des Duracell plus, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est des rechargeables, mais tu as toujours un petit fond d'énergie qui reste en toi. Tu descends pas complètement dans le down. Alors, ta soirée, rapidement, hier soir, pour ceux qui n'ont pas pu participer, puisque j'en fais partie. Alors, j'ai trouvé un factotum qui est OK pour me remplacer quand je ne peux pas monter sur Paris. Raphaël est partant pour aller à toutes les soirées qui concernent le podcast. Donc, la prochaine soirée, Pénélope, j'enverrai Raphaël si je peux pas venir. Donc rapidement cette soirée donc où tu as annoncé les choses dont tu as parlé, c'est-à-dire le changement de la toile sur écoute vers la toile et puis peut-être d'autres projets. Comment ça s'est passé ? Il y avait beaucoup de monde et pourquoi est-ce que ça t'a redonné cette énergie-là ? Le fait t'avais organisé un spectacle, c'est ça ? Pas du tout. T'avais fait quoi ? Non, parce que tu vois, moi, avec l'invitation, j'avais l'impression que c'était un espèce de cirque. T'allais faire t'allais faire un spectacle de cirque devant tout le monde, non ? Comment ça s'est passé ? C'était l'idée, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Le monde attire le monde et le mytho attire le monde quelque part. Hein. Tu racontes des belles histoires, les histoires attirent le monde. Donc c'était Pénoul fait son cirque, mais surtout pour l'expression faire son cirque, quoi, fait son numéro. Non, j'ai pas fait spectacle. En revanche, il y avait bien sûr tout un thème autour du cirque avec une organisation faite par ma collaboratrice Marie Jiménez, avec une décoration de ouf faite par une scénographe qui est Joy Belmont qui mettait en scène. Il y avait 150 personnes qui sont venues. On a invité 250 personnes, il y en a 150 qui sont venues. C'était moi aujourd'hui, j'ai des bureaux dans le 8e à Village Baïséa, c'est un espèce de cowork. Ouais, on a privatisé on a privatisé tout le rez-de-chaussée, on a tout décoré. Ouais, on a fait vraiment. Parce qu'en fait, je voulais que l'événement soit à l'image de mes podcasts et donc un peu de moi. C'est-à-dire que tout était dans le détail, que ce soit du début de l'accueil, en passant par les toilettes, en passant par le traiteur un peu spécial, les barmen un peu magiques, parce qu'ils faisaient des tours de magie quand ils faisaient des cocktails. Il y avait un live band de 4 mecs qui sont un peu connus. Bref, tout était pensé, quoi, au millimètre près et c'était chouette. Et donc c'était des clients, c'était des prestats, c'était des auteurs avec lesquels on travaille, des journalistes, des podcasteurs bien sûr, voilà. Et c'était pour fédérer tout ça. Et j'ai invité bien sûr des studios de podcast concurrents. Tous ne sont pas venus, les plus gros d'ailleurs ne sont pas venus. Marrant. Je vais pas te dire le contraire aussi pour Podcast Magazine, hein. Il y en a pas beaucoup qui en ont acheté un exemplaire et qui ont participé au Kiss Kiss. Mais à la limite c'est pas grave, moi je fais mon truc dans mon coin mais dans mon coin avec il y avait un peu de gens et c'était chouette et j'espère que voilà. Je vous disais tout à l'heure que c'était être énergique, c'est aussi un état d'esprit. Vous voyez, c'est aussi être positif. C'est pas parce qu'il y a une boîte ou deux qui viennent pas. Bon ben voilà, c'est comme ça. Hein. On gagne tous en indépendance et en autonomie. Et donc ça va bien au-delà que de bouger sans arrêt frénétiquement. Hein. C'est aussi une façon de penser. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, Pénélope, c'est que dans tout ce que tu fais, tu mets de l'énergie avec ta voix, avec ta prestance, avec ta présence, mais
tu mets aussi une énergie à relancer, à être sans arrêt. Et ça, je pense que c'est aussi ça dont il faut parler pour tous les podcasteurs qui se demandent comment est-ce que tu fais. Tu vois, quand tu parlais à InnovAudio dans cette salle où tu expliquais que la première fois que tu as fait ton podcast, tu as été dans un Apple Store et que tu as pensé à un truc, c'est de mettre ton podcast sur tous les iPhones qui étaient dans l'Apple Store. Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que tu as toujours j'avais un copain qui était banquier et à chaque fois qu'on passait une soirée ensemble entre amis, il nous parlait de comptes en banque, de trucs, et il était en prospection permanente. J'ai l'impression, alors pas dans le mauvais sens du terme, prospection. Ouais. J'ai l'impression que tu vis tout ce que tu fais tout le temps et tu essayes à chaque fois que tu as une opportunité de faire en sorte de placer ce que tu es en train de faire, de provoquer les gens, de provoquer en fait, de faire un espèce de gros hacking, mais continuel avec les gens que tu rencontres. Et c'est un boulot incroyable, une énergie quand même incroyable que de relancer les gens. Moi, tu m'as relancé 3 fois, je suppose que tu l'as fait pour d'autres. Et tu vois, et c'est ça aussi que je pense qu'il faut donner comme si on peut donner quelques conseils avec le petit recul qu'on peut avoir et que tu as, c'est qu'il faut sans arrêt y croire et même si tu as 0 réponse, il faut toujours continuer à relancer, à faire parler. C'est continuel, c'est non-stop. Ouais, t'as raison, c'est non-stop. C'est en fait, oui, c'est vrai que moi, je sais pas si je suis née énergique, en tout cas, j'ai été élevée là-dedans, mais surtout que j'ai un vrai souci j'ai envie de réussir. Réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai une idée, j'ai envie qu'elle soit faite comme je l'ai dans ma tête. Et donc, si je fais un podcast, j'ai envie qu'il y ait du monde qui écoute. Si je veux qu'il y ait du monde qui écoute, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on va aller tricher dans un Apple Store. Bon, aujourd'hui, je le fais plus, mais c'est mon premier truc. J'ai un événement, comment on fait? On prend des bonnes équipes pour les organiser. Et puis, on relance les gens parce qu'on sait très bien que si on les relance pas, ils vont oublier. Et donc, en fait, je fais tout pour que ça fonctionne. Et c'est exactement ce que je dis aux marques avec lesquelles je travaille. D'ailleurs, moi, je leur dis, je veux pas faire des interviews de collaborateurs. Si vous voulez faire du reach et de l'audience en B2C, ça marchera pas. Et en fait, moi, ça va me faire chier parce que le podcast va pas marcher. Et là, je parle pas en tant qu'entrepreneur, je parle en tant que Pénélope. Moi, ça m'emmerde de faire un produit qui ne fonctionne pas. J'aime bien faire des trucs qui cartonnent. Et donc, c'est vrai que je suis assez persévérante. Et ça peut passer pour relou pour certains. Mais en fait, après, bien sûr, je sais m'arrêter. Il y a un moment, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais quand je sens que ça peut prendre, je pousse, j'essaye de trouver des moyens d'y arriver, quoi. En fait, j'aime ça. Et surtout, chercher des partenaires, chercher des nouveaux projets, chercher des prestats, chercher des clients. Je trouve que ça fait partie de ce pan créatif. Je trouve ça hyper créatif de trouver des moyens créatifs d'aller séduire ces gens-là. Est-ce qu'il y a des moments de doute? Ça se traduit comment? Et est-ce que par hasard, tu t'octroies parfois des moments de découragement? Ah mais attendez, mais bien sûr, mais tous les jours je doute. Toujours je suis là, putain, cette boîte va planter. Tous les jours, oh là là, mais c'est la merde. Tous les jours, il faut qu'on y aille. Et tous les jours, je suis en doute permanent. Donc c'est pas, je suis positive tous les jours et puis d'un coup, au bout d'un mois, je suis découragée. Non, c'est constamment, je suis en doute. Et du coup, pour éviter d'être découragée, déprimée, etc. Mais ce qui m'arrive, je cherche des clients à gogo, je rencontre des gens, je propose des choses. Et du coup, je fais sûrement beaucoup trop, ce qui fait que ça me fatigue. Mais en même temps, c'est parce que je fais tous ces petits machins qui parfois, on peut se dire, ne servent à rien, font que ça me fait penser. C'est comme un brainstorming. Un brainstorm, on dit toujours, il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorming. Pourquoi? Parce que c'est sur une mauvaise idée derrière, on va rebondir et qu'on va trouver une super idée. Et c'est un peu pareil, je fais plein de projets parfois qui sont un peu pourris, puis hop, je rencontre un tel qui va m'emmener vers ça. Et c'est ça la force de ça. Et bien sûr que je suis découragée très régulièrement. Mes équipes pourront vous le dire, je m'en cache pas, je suis là, oh là là, ce truc va pas marcher d'un coup. C'est pour ça que je m'entoure de gens positifs aussi, parce que moi, sous mes airs, j'ai aussi des tendances parfois à être un peu pessimiste et tout. Et donc, quand j'ai des équipes positives, elles sont là, mais non, t'inquiète pas, nanana. Et puis hop, ça remotive. Je dis, ok, go, on y va, on tient jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est important d'être entouré de personnalités quand même différentes. T'entends, Philippe?
Ouais, non, mais attends, bien sûr. Mais de toute façon, c'est ça. Et je pense que ce qu'on peut ressortir de ce que tu dis, Pénélope, c'est qu'il y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites idées, il n'y a pas de Non. petites choses, il n'y a pas à juger qu'un tel, ce qu'on va faire, ça sert à rien, donc je mets de côté. Il y en a beaucoup qui font ça, qui sont ce qu'on appelle voilà les. Après, il y a aussi un problème qui arrive, et je pense que tu l'as senti aussi, c'est quand tu commences à avoir un certain succès. Tu peux pas répondre à tout le monde, tu peux pas, voilà, tu es obligé de choisir quand même tes projets de manière chirurgicale, parce que le temps que tu as est aussi de l'énergie qu'il faut mettre pour une boîte, c'est des gens que tu payes, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est des projets qu'il faut ramener. Et justement, à quel point est-ce que ça, c'est pas gênant dans ton process de créativité et de recherche de justement de ces projets qui te font vibrer. Est-ce que, tu vois, donc là, la boîte de com, elle te laisse peut-être quartier libre pour faire sa com pendant 3 ans, mais si tu as un projet et tu as besoin de rentrer ces 20 000 euros et que ce projet-là, il te fait pas vibrer, est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas? Bah, c'est ça, il faut choisir, quoi. C'est les clients qui priment, bien sûr. Après, en fonction de ma trésor, de l'excitation qu'on a tous, que toute l'équipe a pour le projet, est-ce qu'on y va alors que ça va nous rapporter d'argent, ça va nous en coûter, mais potentiellement il y a de l'opportunité derrière, ou peut-être qu'il n'y a pas les opportunités derrière, mais ça motive l'équipe, ou juste ça nous fait plaisir, et qu'on peut se le permettre financièrement, et on peut se le permettre en termes de ressources et de temps, et ben on y va. En fait, c'est vraiment des choix, quoi. Il faut évaluer en fonction du business du moment. Là, par exemple, les Power Angels, donc cette collection de podcasts de 350 épisodes qu'on a sorti en septembre, on s'y est mis en février. Et en fait, en février, j'avais rien. J'avais pas de projet, j'avais 2 CDI. Il fallait que je leur donne du boulot. Et je me suis dit, ça c'était inconscient, j'avais ce truc-là en tête, il fallait que je leur donne du boulot, en même temps, j'arrivais pas à signer de marque et tout. Et je me suis mis un matin avec une idée en me disant, mais tiens, pourquoi est-ce que on ferait pas une collection de podcasts avec des femmes entrepreneurs qui racontent leur expertise dans des épisodes très courts, etc. Et un matin, je me suis levé, je dis, OK, on va lancer ce projet, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, super, ça leur donnait énormément de travail. Et puis un mois après, on a signé cet énorme contrat de 3 ans. Et donc là, ils ont été surdébordés, en fait, parce qu'ils avaient cet énorme truc avec 350 épisodes, l'énorme brief de cette agence, enfin de cette boîte de com, de cette boîte d'audit. Et bon, du coup, on s'est retrouvés débordés, mais voilà, en fait, je me suis un peu ramassée. J'aurais pas dû leur proposer de faire ce truc Power Angel, et en même temps, si, parce qu'ils ont appris plein de choses, et en même temps, ils ont bossé sur le cabinet d'audit. Bon, voilà, en fait, Oui, c'est comme ça apporte de l'entrepreneuriat, l'expérience et il faut de toute façon, Oui. t'es obligé d'avoir des projets dans lesquels tu merdes et dans lesquels tu perds Exactement. et énergie et temps et que Ouais. tu regrettes pas au final parce que de toute façon Non, bien sûr que non. ça apporte quoi qu'il arrive. Donc il faut foncer en fait. Hein, la règle dans l'histoire, c'est de foncer. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire et que tu as pas fait et que tu regrettes un peu sur des projets ou alors dès que tu as un projet, toi, et un truc dans la tête, tu cherches pas à analyser. Si tu as vraiment envie, tu le fais et tu ne mets rien de côté. Ouais, non, je cherche pas à analyser, je mets rien de côté, j'y vais. Enfin, j'analyse. Si vraiment ça me coûte une blinde, je le fais pas. Mais si j'ai envie que c'est faisable en 3 minutes, je me dis, OK, tac, 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 on a le temps, on a une bonne date de lancement, hop, OK, il nous faut 3 mois, on y va. Est-ce qu'ils sont pas trop staffés, ils ont pas trop de taf? Oui, OK, je me laisse jouer, franchement, on y va. Et puis si jamais, et au pire, ça plante, et tant pis, mais en fait, il faut faire des choses. Ouais, il faut en lancer. Eh ben, on en lance sans arrêt aussi. On est un peu fou. Je vois que Stéphane Berthomé est avec nous dans la room. Je vous invite tous et toutes à partir de demain à aller écouter un nouveau podcast qui parle de l'industrie de podcast, qui parle pas d'autres podcasts. Hein. Il y a déjà plein de podcasts qui parlent de podcasts sur Internet. Ça s'appelle le Podcastologue. Si vous avez des questions à poser à Pénélope ou si vous avez vous aussi, vous voulez partager votre expertise, votre expérience sur l'énergie que vous avez mis à faire votre podcast, ou si vous en avez pas et que vous en avez besoin et que vous voulez qu'on vous donne un coup de pied au cul, montez sur la scène pour qu'on vous mette un petit coup de pied au cul pour que vous vous lanciez dans tous les projets et Pénélope pourra aussi vous donner cette énergie-là, parce que c'est vrai quand on t'écoute Pénélope, ça donne la pêche quand même, hein, ça donne envie de se dire, et je pense que c'est ça aussi qui est
qui est important quand on est un peu un leader, parce que tu es un peu un leader dans tout ce que tu fais. C'est si toi-même tu ne génères pas cette envie, cette passion, et que tu ne l'as pas en toi, c'est très difficile de pouvoir la faire partager aux autres. Et quand tu t'entoures de gens qui sont comme toi, alors là, tu finis par faire un truc assez explosif. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi. On se lance dans plein de projets. Je pense que Podcast Magazine en était un assez fou, dans une période totalement impossible pour lancer un magazine, mais on l'a quand même fait. Quand Stéphane est venu me voir pour lancer le podcastologue, et on est parti encore sur ce truc alors qu'on n'a absolument pas le temps, mais c'est pas grave, on le fait quand même parce qu'on adore ça, et on adore discuter entre nous de cette cette industrie. J'aime pas trop le terme industrie, mais de tous ces passionnés qui gravitent autour de cette planète podcast qui nous réunit et qui est diverse. Là, j'ai publié, je sais pas si vous avez des alertes de notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas d'alerte de notre chaîne YouTube, allez faire un tour sur youtube.com /le_podcastmag. C'est le nom de la chaîne YouTube, où on a publié un petit test d'un petit lecteur audio pour les enfants qui s'appelle le Yoto Mini, qui est très très sympa. Allez voir ça. Donc c'est aussi ça, en fait, y a pas le podcast est divers par le biais de du fait qu'on peut l'écouter de manière diverses et variées, comme ces livres audio. Ça y est, je cherchais le mot, excusez-moi, les livres audio qui sont, et puis dont on va parler dans Podcast Magazine numéro 2. C'est quoi, Pénélope, une journée type chez toi? Heure de lever, heure de coucher, les vacances, les week-ends, les jours fériés, juste très schématiquement pour qu'on comprenne, parce que l'énergie, pour la tenir, il faut aussi s'imposer, j'imagine, un rythme de vie. Alors, c'est quoi ton rythme de vie en quelques secondes, sans pour autant évoquer le régime alimentaire, s'il y a du sport à côté. Mais moi, je suis curieux de savoir ça, parce que je suis curieux de m'inspirer de choses, j'allais dire, inspirantes pour le coup. Je fais du sport 3-4 fois par semaine le matin, tôt, avant d'aller au bureau à 7h. Enfin, je fais de la boxe. À 7h, je fais de la boxe. Comme ça, j'essaie d'arriver un peu tôt au bureau. Et puis... rien d'extraordinaire, hein, Frédéric, tu sais, en fait, non, dès que j'ouvre l'œil, je suis sur mes mails, ce qui est quand même pas très sain. J'ouvre mes mails, j'y réponds, je pense à des trucs. Quand je vais à la boxe à pied, ça me permet de réfléchir. Et ensuite, pendant la boxe, je réfléchis. Et du coup, quand je suis à mon bureau, j'ai pensé à plein de trucs et j'envoie des mails, boum, boum, boum. Et puis, je fais que envoyer des mails et puis passer des coups de fil et faire des confs et rencontrer des gens et déjeuner avec des gens et essayer de manager mon équipe comme je peux. J'ai pas vraiment malheureusement, il n'y a pas de routine. La seule discipline que je m'impose, c'est quand même d'essayer de faire du sport régulièrement et de prendre des vacances grosses, 3 semaines, 4 semaines, 2 fois par an. Franchement, sinon, j'ai rien. Là, le régime alimentaire, franchement, je suis pas du tout une rêve, parce qu'un coup, je vais bouffer de la merde, un coup, je vais bouffer sain. Donc, est-ce que cette vie se fait au détriment, et ce sera ma dernière question, Philippe, je suis désolé, mais là, pour le coup, je suis assez curieux sur cette troupe-là. Est-ce que cette vie se fait au détriment d'autre chose? Bien sûr, elle se fait au détriment. Enfin, au détriment, oui et non. Disons que, du coup, ma vie perso, c'est-à-dire amoureuse et amicale, je les vois moins, mes amis, c'est compliqué. Mais en fait, c'est tellement extraordinaire ce que je fais. J'adore créer, travailler, etc., que c'est pas vraiment au détriment d'eux. Mes amis, je les vois quand il faut, quand j'ai envie et quand on a tous le temps. Et puis voilà, après, je pense qu'avec des enfants, ce serait compliqué aujourd'hui. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Avec des enfants, c'est chaud, parce que tu pourrais, mais tu ferais peut-être 3/4 de ce que tu fais actuellement, parce qu'il faut quand même. Ouais. Je pense que je ferais moins. Après, je connais quand même plein de femmes qui font des choses extraordinaires, de ouf, qui sont des power women avec des enfants. Donc après, des enfants seuls ou des enfants à deux, c'est pas pareil. Enfin bref, oui. C'est sûr que seul, on avance beaucoup plus vite
en couple, posé, qu'avec des enfants, ou le soir, bah, on peut pas travailler jusqu'à minuit tous les soirs, en fait. C'est compliqué, quoi. Et là, moi, je m'en fous, j'ai de compte à rendre à personne, et je bosse, et je prends mes vacances quand je veux, et c'est pas en fonction des vacances des enfants, et etc., etc. Donc, forcément que ça aide. Ouais. Ça accélère, disons, le process. Après, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut pas faire des milliards de choses de ouf, hein, mais c'est vrai que ça me permet de faire peut-être des projets que j'aurais pas fait si j'avais eu d'autres stabilités par ailleurs, quoi. Ouais, C'est une phrase de complètement. Napoléon, seul on avance plus vite, me semble-t-il. Non, on dit souvent, C'est ça comme ça. ouais, enfin, non, c'est surtout seul, on avance plus vite, à plusieurs, on avance mieux, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. ouais, enfin, un truc comme ça. Mais donc, mais là, je parle vraiment pas de seul en équipe. En équipe, évidemment que on va plus loin. Pardon, ça, on va à plusieurs, on va plus loin. Mais seul, en tout cas, voilà. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile, quoi. On accueille Raphaël qui avait une question ou peut-être partager avec nous son énergie, que toi aussi tu es multi-projet et des projets, c'est pas ce qui manque. Bienvenue Raphaël. Bonjour Pénélope, bonjour Philippe Bonjour, Raphaël. et Frédéric. Bonjour. Avant tout, je vais dire que j'ai eu la chance de travailler sur un tout petit projet avec Pénélope et que c'est super agréable parce qu'elle est vraiment effectivement d'un enthousiasme et elle est totale alors que c'était vraiment une virgule. Et donc c'était voilà, Merci. j'en garde un très bon souvenir. Et puis aussi de féliciter pour la newsletter que tu tenais à un moment sur LinkedIn et qui là aussi était juste du partage. Et quand on voyait la richesse du truc, je me disais mais le temps que ça prend, c'est voilà. Donc vraiment, ouais, je confirme ce qu'on vient d'entendre depuis 45 minutes sur ta capacité à fournir qui est vraiment exemplaire. C'est gentil. Modestement, moi je n'ai que 4 petits podcasts dans un coin, mais que je tiens quand même depuis 3-4 ans, donc il faut tenir le rythme et que j'enregistre rarement seul et souvent après le boulot et le week-end. Donc il faut trouver des ressources, mais je trouve que à quoi je me raccroche pour trouver la ressource, aux émotions pendant l'enregistrement. C'est-à-dire que je ne sais pas pour vous, mais il y a quand même une adrénaline, plein d'endorphines. Enfin, on est quand même un peu. Enfin, moi, quand je sors j'ai un des podcasts qui dure 4 heures. Quand je sors de là, je suis complètement shooté à cette espèce d'adrénaline qu'il y a d'appuyer sur le bouton rouge. Moi, j'enregistre la plupart du temps dans les conditions de direct, d'avoir des invités, d'avoir des gens qui partagent, d'échanger autour. Et même si, effectivement, parfois, il faut se faire un peu violence pour commencer l'enregistrement, au final, il y a quand même une satisfaction au-delà de l'écoute. Évidemment, quand on a des auditeurs, il y a une autre satisfaction. Mais au-delà de cette satisfaction, il y a quand même une grande satisfaction, je trouve, assez immédiate à concevoir un podcast. Moi, je suis dans une agence digitale, je n'ai pas la même satisfaction quand je travaille sur un site ou même quand je fais de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Je trouve que vraiment, quand on termine un épisode, on a, en tout cas à titre perso, l'impression d'avoir fait quelque chose qui fait plaisir. Je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas qui fait plaisir. Et je trouve, je ne sais pas pour vous, mais qu'il y a quand même une montée d'adrénaline et on est un peu shooté à ce que notre cerveau génère comme bien-être à réaliser ce genre de petites choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter comme contribution. Et je confirme, et Stéphane Berthomé qui sur le chat souligne la générosité assez rare de Pénélope qui partage plein d'idées, des concepts et d'idées. Tu dis 2 fois d'idées, Stéphane Berthomé, sur ton message. Et la newsletter, t'as arrêté parce que trop chronophage ou c'était l'objectif d'arrêter à un moment ? Non, bon, c'est jamais l'objectif d'arrêter, mais au bout d'un moment, en effet, ça prend beaucoup de temps. Et puis surtout, c'était assez frustrant parce que j'avais beaucoup de gens, je sais même plus combien, mais qui suivaient, et ceux qui suivaient vraiment adoraient. J'avais des très bons retours, mais j'avais pas 10 000 personnes, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, ça demandait tellement de temps et je sais pas, et j'avais même les marques, l'objectif, c'était quand même aussi d'attirer des clients. Et en fait, je sais pas, je me suis dit, ça demande beaucoup de temps pour pas si peu de retombées, parce qu'il y a un moment, je fais pas ça pour le plaisir. Enfin, si, ça me fait plaisir de partager mes idées, mais Non, mais on est d'accord, faut qu'il y ait. voilà. Oui. Donc, et je trouvais que je gagnais quand même des abonnés sur LinkedIn, mais bon, il y a un moment, c'est pas monétisable. Enfin, si, mais non, quoi. Et c'était beaucoup de temps pour. Voilà, j'avais pas assez de retombées, mais en fait, il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai sorti 8 ou 9, je crois, ou 10, je sais plus, mais ouais, il faut que. En fait, c'est assez frustrant quand les premières elles cartonnent. Après,
elle cartonne moins et donc tu te dis mais normalement c'est censé être crescendo, tu vois, voire exponentiel et là ça descendait un peu, mais pour autant tout le monde me disait, beaucoup de gens me disaient elle est vraiment très quali. Ouais d'accord elle est quali, mais en fait ça, la force de LinkedIn, ils sont pas très forts en newsletter, mais je sais pas Non, mais comment. j'ai En fait, l'impression il faut avoir une que communauté t'es pas la très forte au seule. départ. J'ai l'impression que t'es pas la seule, hein. Il y a Ouais. beaucoup de gens se sont lancés Faut dans les arrêter. newsletters et qui ont arrêté. Et après, je pense qu'il y a aussi ce souci majeur du fait qu'on est submergé Ah oui, de contenu. et que Ouais. et moi je me rends compte aussi, hein, c'est que ce qu'on rajoute nous avec Podcast Magazine, c'est une plateforme supplémentaire sur laquelle il faut aller, avec une newsletter supplémentaire. Bon là, alors nous, c'est un peu... donc il faut vraiment avoir un objectif qui soit très clair et très identifié et s'y tenir très longtemps pour en voir les bénéfices. Et ça, c'est toujours la difficulté, hein, d'arriver à faire quelque chose qui a l'impact qu'on imagine et qui... va générer aussi derrière du business ou de la visibilité qui peut apporter du Ouais, business. c'est vrai. Le monde numérique, c'est un peu une sorte de sélection naturelle, hein. Il ne dit pas son nom, hein. Mais il y a une sélection naturelle qui s'opère de par l'audience, la monétisation, de par le découragement qui peut être créé chez n'importe quel individu. Il y a une vraie sélection naturelle sur le monde numérique qui est, selon moi, ce monde-là, en tous les cas, beaucoup plus difficile à délimiter, à maintenir, à développer qu'un monde normal, hein. C'est-à-dire le monde classique dans lequel on vit, ça c'est certain. Mais il y a une sélection naturelle, la preuve c'est que parfois on jette l'éponge, et selon moi c'est pas gravissime, hein. Il est tout à fait normal de jeter Bien sûr. l'éponge, de réorienter ses projets ou de changer, comme je dis souvent, son fusil d'épaule. Je vous ai mis en lien le site de La Toile sur écoute qui va bientôt Ah ouais, mais changer, il donc fait ça pas. veut dire qu'il Ouais, va mais falloir... là, il est dégueulasse ce site, hein. Mais Il est non, vraiment il moche, est on est pas en train de le refaire. dégueulasse. Mais Si, on va maintenant, le refaire. ça va être La Toile maintenant, c'est ça? Tu vas changer de nom de domaine, tu vas... Ah, je change tout. Aïe, Je gère plus de aïe, contenu, aïe, je fais aïe, tout aïe. là, ouais. Nouveau branding à Ah, le toi. taf. Ouais. Mais ça veut dire Le que taf. t'étais prête pour hier soir? Non, en fait. T'as annoncé Si. ça et maintenant tu te prépares ou... Bah, Hier soir, j'ai fait 4 slides avec mon logo, ma signature de marque et puis mes 3 petits logos, la toile sur écoute, la toile crève l'écran et la toile part en live. Et le site, il y a une page écran, agencelatoile.com. Il y aura le logo, il y a le logo dessus et il y a un petit mail si jamais vous voulez écrire un mail. Mais ça sera prêt pour le 23 décembre avant les vacances pour qu'en janvier on puisse être propre. Ah ouais, donc tu vas passer Noël à faire ton site web. Non, avant le 23, ce sera prêt. Ah bon, d'accord. Nous avons Jean-Philippe qui est monté dans la stage pour poser une question ou pour donner son avis. Salut. Salut à tous, bonjour. Petite réaction par rapport aux newsletters. Ça fait à peu près 2 ans que beaucoup de journalistes indépendants notamment ont créé une newsletter pour essayer de la monétiser notamment, de faire que les gens s'y abonnent. Et sur LinkedIn, il y a eu aussi une action importante de LinkedIn pour créer des newsletters avec une nouvelle fonction. Et en fait, beaucoup de personnes se sont fait piéger parce que LinkedIn essaye de faire que nous soyons, consommateurs de ce réseau social, leur machine à faire le buzz pour capter l'attention des internautes sur LinkedIn. C'est-à-dire, en fait, l'enjeu majeur des réseaux sociaux, comme chacun sait, c'est de capter notre temps de cerveau disponible. Et en fait, quand on publie sur LinkedIn une newsletter, on sert d'abord les intérêts de LinkedIn avant de servir les siens. Et c'est un gros piège dans lequel on est tombé parce que derrière, il faut y consacrer beaucoup d'énergie. Et en fait, les retours ne sont pas si gigantesques que ça. Enfin, moi, je m'en suis méfié dès le début de ce truc-là, sachant encore une fois que quand quelqu'un va chercher une compétence comme les nôtres, quel que soit notre métier, notre spécialité, ou quand il va chercher un produit, il va d'abord aller chercher sur Google et non pas sur LinkedIn. Donc l'enjeu pour développer notre visibilité, c'est d'abord d'être visible sur Google et non pas sur LinkedIn. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire des actions pour être présent sur LinkedIn aussi. Non, mais ça c'est pareil sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas comment tu vois la chose, Pénélope, et vous êtes, voilà, il nous reste 5 minutes s'il y en a qui veulent monter encore sur la stage pour réagir. La propriété en fait des auditeurs, c'est-à-dire comment est-ce que tu récupères les datas de tous les gens qui t'écoutent. Aujourd'hui, on sait pas faire. Sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, en fait, ils prennent notre contenu et on sait bien, hein, ils font de l'argent sur nos contenus. Est-ce que ta réflexion, Pénélope, elle, au niveau de la data, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu te dis pas, je vais faire en sorte que tous mes
auditeurs passent par une case inscription chez moi pour que je puisse mieux les identifier parce qu'en fait, tous ces LinkedIn, Facebook et YouTube, on ne sait pas qui sont les gens derrière. Alors, LinkedIn, on sait un peu, mais on n'a pas forcément les datas et on ne peut pas télécharger les mails. On pouvait le faire jusqu'à un certain moment et avec les RGPD, on ne peut plus. Ouais, bah non, mais c'est un vrai problème. Je sais pas quoi dire, hein, c'est un vrai problème. Alors déjà, par exemple, sur Castbox, cette application, elle est bien parce que tu peux déjà voir le nombre d'abonnés et il y a une sorte de forum, tu peux communiquer avec eux, c'est déjà un pas. Et ensuite, est-ce que j'ai envie de les faire passer par je vois pas comment je peux les faire après, les emmener sur mon site pour qu'ils écoutent un podcast depuis mon site, mais en fait, est-ce qu'on écoute vraiment un podcast depuis un site internet? Non, on les écoute depuis une app qui est Spotify, Apple, Deezer ou Google Addict, quoi, Podcast Addict. Donc, bien sûr que j'aimerais avoir le mail de tous mes auditeurs, mais je ne sais pas comment faire. Ouais, et c'est en tout cas, compliqué. moi, je ne vais pas mettre en place un process. Il y a deux solutions pour avoir le mail, enfin pour que ces actions soient proactives. La première, c'est le marketing automation, c'est-à-dire que quand les gens vont vouloir télécharger un document, c'est ce que je fais personnellement sur mon site quand les gens veulent télécharger mes programmes de formation, il faut qu'ils déclinent leur identité, qu'ils indiquent simplement leur prénom, leur nom et leur adresse mail. Et automatiquement, ils vont recevoir la documentation voulue. Ouais, c'est la méthode américaine, ça. C'est, aux États-Unis, ils utilisaient beaucoup ça. Ouais. Voilà, j'enregistre leurs coordonnées. Et derrière, je peux éventuellement mener des actions pour pouvoir conclure éventuellement une formation. Et l'autre solution consiste à faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, c'est-à-dire que on va développer une qualité de contenu, quelle qu'en soit la forme, article, podcast, vidéo, qui va faire que les gens vont réagir et venir frapper à votre porte pour consommer vos services. Et ça marche très bien. La condition, c'est de produire du contenu régulièrement qui soit de qualité par rapport à la cible que l'on veut adresser. Ouais, c'est un peu l'objectif de LinkedIn et de la newsletter. C'est-à-dire que l'objectif de Pénélope, je pense, c'était justement d'avoir par ce biais-là des boîtes qui te contactent parce qu'ils se disent « Putain, elle a de super idées et j'ai envie, j'ai pas le temps de le faire moi-même, donc est-ce que tu peux le faire pour moi ?» Ouais, exactement. Je pense que sur LinkedIn, le meilleur moyen, c'est d'acheter le service marketing de LinkedIn pour faire sa pub et atteindre la bonne cible. C'est beaucoup plus efficace que la newsletter. C'est super cher, hein, LinkedIn. Ouais, mais c'est super efficace quand on cible bien. Ouais, mais c'est super. T'as déjà fait de la pub sur LinkedIn, Pénélope ou sur d'autres plateformes Ouais, j'ai fait de la pub. J'ai fait de la pub sur LinkedIn à partir de ma page La Toile sur écoute. Voilà, et en fait, j'avais fait aussi parce que j'ai lancé une formation au podcast à 99 €. 999 €. Ah oui, quand même. Mais bon, c'était en 21 jours, on te fait ton podcast. Bref, tu deviens une star du podcast en 21 jours, bref. Et en fait, du coup, j'avais créé une sorte de livre blanc, justement, pour essayer de récupérer ces mails avant qu'ils aillent s'inscrire sur la plateforme, sur la formation. Et du coup, j'avais fait une promo de ce livre blanc. J'ai reçu des mails. Après, c'est pareil, t'as des mails, qu'est-ce que t'en fais? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que t'en fais? On sait très bien ce qu'on en fait, mais oui, stratégiquement derrière, ouais. Ouais, il faut du contenu, nouveau, différent, et puis, moi, quand même, là, on parle beaucoup de podcasts. J'ai l'impression que le but, c'est d'aller toucher des auditeurs. Oui, mais moi, aujourd'hui, mon business, c'est plus ça. C'est surtout d'aller chez des clients qui font du podcast. Et en fait, les auditeurs, c'est super parce que c'est ça qui me donne la visibilité, un peu une notoriété d'un personnage et qui fait écho, du coup, derrière, qui fait rayonner la toile. Mais moi, je vais aller toucher les clients, donc c'est moins les auditeurs que je veux toucher, quoi. Ouais, donc le power, l'énergie, tu la mets aujourd'hui à essayer de développer ta boîte, même si, comme font la plupart des boîtes de prod aujourd'hui, hein, elles ont 80% de leur chiffre d'affaires, il vient pas des projets de podcast qu'ils aiment et qu'ils lancent. Il vient des boîtes et des podcasts de marque qu'on leur demande de faire et qui sont et pour lesquels d'ailleurs ils n'ont pas forcément carte blanche comme tu as pu avoir toi, Pénélope, parce que c'est un peu ta marque de fabrique, c'est-à-dire tu dis aux boîtes faites-moi confiance, sinon ça ira pas comme vous pensez que ça va aller. Ouais, faites-moi confiance. Après, bien sûr qu'on co-construit, hein, mais faites-moi confiance, il faut aller sur du contenu un peu créatif, etc. Et d'ailleurs, souvent on voit des gros studios lancer genre des fictions, des trucs, on se dit putain, ça a coûté cher avec des acteurs, des voix d'acteurs un peu connus. On se dit putain, mais ils ont les moyens. Mais en fait, ils ont les moyens parce que de l'autre côté, ils font des trucs chiants pour des marques d'assurance qui leur permettent ensuite de faire des projets un peu sexy, quoi. Mais ils parlent pas forcément des projets de marques d'assurance parce qu'ils veulent passer pour des médias
et pour des studios de production un peu sexy. Et du coup, ils cachent le fait qu'ils font des podcasts de marque pour pouvoir faire des projets un peu plus rigolos, quoi, qui intéressent plus. Oui, ils communiquent pas trop dessus. Enfin, ils le font Non. dans une page de leur site Voilà. pas trop visible pour qu'il y ait d'autres clients qui soient quand même intéressés. Mais en gros, oui, ils communiquent plus sur leur super projet de fiction très cher et qui, au final, est financé par la marge qu'ils peuvent faire des podcasts de marque qui leur rapportent l'argent. Voilà. Bon, mais c'était. C'est aussi ça à quoi il faut penser si on veut rester dans cet univers du podcast et pouvoir en vivre, c'est de développer un business en parallèle. Alors soit bien sûr de faire des podcasts, il y en a beaucoup, et puis il y en a qui le font mal aussi, il faut dire. Il y en a qui, parce qu'ils ont fait un podcast pendant 2 ans qui n'a jamais eu vraiment beaucoup de succès, se disent spécialistes et formateurs de podcasts, et il y en a pas mal aujourd'hui sur la place de marché ça sort un peu tous les jours, des sites web de formateurs, de coachs en podcast, de formation à apprendre à faire un podcast en 7 jours et devenir star. Ouais. C'est le signe que le marché se développe, Philippe. Ouais, attention quand même. C'est pour ça que vous avez Podcast Magazine et que vous allez, si vous n'avez pas encore votre version papier, honnêtement, c'est pas pour vendre le truc, mais le numéro 1 est un peu collector, le numéro 2 le sera aussi, donc tant qu'à faire, prenez les deux. Et puis c'est Noël, donc vous pouvez faire des super cadeaux pour vos proches, parce que c'est pas que pour les podcasteurs, c'est aussi pour les deux, c'est aussi pour moi, c'est pour tout le monde en fait, c'est pour les auditeurs, les podcasteurs et ceux qui veulent se lancer. Eh bien écoute, Pénélope, merci pour ton temps, parce que c'est toujours bien agréable de passer du temps ensemble. Merci Monsieur Brulatour pour ton billet acidulé, Raphaël, Jean-Philippe pour votre intervention, et puis tous ceux qui nous écoutent régulièrement sur Clubhouse, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent en replay sur le podcast de Podcast Magazine qui est dispo un peu partout, bien entendu aussi, on ne va pas rappeler ça, et je vous invite à découvrir demain notre nouveau podcast, le Podcastologue, avec Stéphane Berthomé, Bruno Giugliominetti. Vous allez voir, on va dire des choses très intéressantes, très sympas, et puis on se marre aussi un peu. Premier épisode demain et tous les 15 jours, et vous le trouvez ça sur toutes vos applications préférées. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Monsieur Brulatour, qui va parler ce sera un épisode de fête parce qu'on sera à jour J-2, 3 de. Mais je me demande si on n'a pas sauté la semaine prochaine. Je pense qu'on a dû faire ça, non ? Parce que la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, c'est... non, le 21 décembre. Non, on a opportunité. On sera le 21, mais je pense que le 21 décembre, ce serait intéressant qu'on fasse quelque chose de plus... Alors, ça va être très fun, tu vas voir, c'est sur le Web 3. Non, mais là vraiment, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez en termes d'écriture. C'est vrai, Et on va demander à Christophe... Le Web 3, non. On va demander à Christophe Roméy de nous faire Christophe, est-ce que tu es OK de remplacer Brulatour la semaine prochaine pour faire un billet acidulé sur le Web 3 ? Est-ce que tu relèves le défi ? Parce que Christophe Roméy est dans la room. Moi, je peux pas, là. Et spécialisé dans le Web 3, on recevra Anthony Gouraud. C'est lui qui vous a fait le pas à pas pour lancer votre NFT sur Podcast Magazine. Mais il a une manière de vulgariser le Web3 et les NFT qui est vraiment très très intéressante, et on va parler un peu de tous ces projets qui sont en train d'émerger. Vous avez certainement vu comment Cybelle est en train de vriller vers le Web3 intégral. Avec Frac, ils ont lancé carrément leur monnaie, leur crypto-monnaie, alors que c'est quand même à l'origine un studio de podcast. Et on parlera de tout ça, on parlera de Carlos Diaz avec Uncut, on parlera du NFT, quel intérêt, pourquoi. Et donc, je ne sais pas si Christophe, tu nous entends et tu es d'accord, puisque tu es dans la room, mais je ne sais pas si tu nous entends, ça se trouve tu es en train de faire autre chose. Si tu es OK pour relever le défi d'un petit billet acidulé sur le Web 3, on est preneur, parce que
Brûlatour, il s'y connaît pas du tout en Web3 et en NFT. Non, et ça va être un peu difficile. Vous n'avez pas frappé à la bonne porte là. Ouais. Donc la semaine prochaine, le Web3, ça vous parle. On vous explique tout pour que vous puissiez comprendre en quoi la blockchain peut vous aider à financer votre podcast. Et puis des exemples concrets avec Anthony Gouraud qui a lancé nos NFT de Podcast Magazine, puisque vous le savez certainement pas, on en parlera la semaine prochaine, mais nous avons lancé des NFT d'abonnement à vie à Podcast Magazine. C'est-à-dire tu achètes le NFT et tu as un abonnement à vie digital. Ça coûte combien ? 149 €. Ouais, c'est raisonnable. C'est raisonnable pour un abonnement à vie. Mais parce que on peut le céder. Enfin voilà, on en parlera la semaine prochaine. Donc ça sera très intéressant. Même si Brûlatour aurait préféré qu'on parle de Noël ou de cuisine. Non, mais, éditorialement, ça aurait été un petit peu plus sympa de mettre de la couleur que le Web3. Là, ça me fait peur tout de suite. Tu vois. Mais non, on mettra un chapeau. Je peux me tromper. Moi, je suis rural, je suis rustique comme garçon, donc j'ai du mal avec les blocs machin et le Web 3. Mais oui, mais il y a un moment. J'ai raté le Web 2, donc. Il faut savoir. Non, mais il faut savoir de quoi on parle, au moins un minima, et c'est ça ce qu'on vous propose de savoir. Moi, je suis franc avec vous. C'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas, donc je vais pas m'engager là-dedans, sauf si vous voulez, pour le dernier numéro de l'année, vous foutre de ma gueule. Non, bon, je suis pas maso et je pourrais pas vous aider. Hein. Bon, le 4 janvier, ça ira mieux, puisqu'après, quand même, on fait une petite pause pour le mercredi d'après. On reprend le 4 janvier avec solliciter et écouter ses auditeurs de podcast. Ça c'est bien, ça c'est intéressant, c'est appétissant comme sujet. Laurent Brouat qui a le podcast Il était une fois l'entrepreneur, et puis on aura une masterclass avec Jérémy Clé le 6 janvier de 9h à 11h sur l'analyse de vos vignettes. Vous pouvez envoyer vos vignettes. Moi, je suis persuadé que les vignettes et les visuels, c'est pas Pénélope qui va me dire le contraire, mais c'est au moins 60-70% de l'audience, quoi. C'est à partir de ce moment-là, généralement, que se décide l'action de télécharger ou d'écouter votre podcast en fonction du visuel, bien entendu en fonction du titre, mais le visuel pèse énormément dans l'action qui consiste à appuyer sur le bouton téléchargement. À plus de 50%, je vous pose un billet sur la table. Sans aucun souci. Et puis le 11 janvier, ce sera les problématiques des droits d'auteur en podcast. Quel programme! C'est compliqué ça, il faut avoir, exactement. Avec Pierre Vivant, qui est avocat et qui est spécialisé dans les droits d'auteur et qui rédige à chaque fois un papier dans Podcast Magazine. Voilà, on se sert de tous nos rédacteurs pour proposer des thématiques. Si vous voulez proposer des thématiques à partir de mi-janvier, il y a Alexandre Renaud. Excusez-moi, il faut que tu dois y aller. Salut. Oui, salut. Salut Pénélope, merci, bye. Ciao. Si vous voulez donc proposer des sujets pour nos prochaines rooms, n'hésitez pas à proposer les sujets à partir de... donc il y a Alexandre qui a proposé pour le 25 janvier, donc il y a encore deux slots pour janvier et après février et mars. N'hésitez pas à nous envoyer vos thématiques dont vous aimeriez qu'on parle et des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans nos rooms, Clubhouse et dans nos épisodes. Et vous montrez avec nous, on vous met co-animateur de cette room. Puisque c'est le concept de ces Room Clubhouse maintenant, c'est que ce sont les podcasteurs, les cerveaux, comme on appelle, ceux qui participent un peu à Podcast Magazine, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité de nous donner des sujets et on les programmera avec vous. À très bientôt, Monsieur Brûlatour. Bonne journée à tous et à toutes, et on se retrouve la semaine prochaine à 13h et demain pour ceux qui veulent écouter le podcast log. Ciao, bonne journée. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.